Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison qui te parle et ce matin je suis tombé sur une vidéo qui parlait de moi, qui s'appelait Le problème d'Antoine BM, et quand j'ai lu ça je me suis dit merde, encore un mec qui savait pas quoi faire de son dimanche qui a décidé de faire une vidéo pour me descendre. Il se trouve que c'était pas le cas. C'était une vidéo assez intéressante d'un mec qui s'appelle Arthur DF, tu peux aller voir, tu tapes Arthur DF sur YouTube, tu vas trouver, qui expliquait qu'il faisait partie d'un mouvement de gens, de jeunes notamment, qui s'étaient lancés après avoir écouté mes vidéos. Alors c'est vrai que pendant plus d'un an j'ai fait des vidéos où j'ai vraiment conseillé aux gens forcément de créer du contenu, de lancer leur chaîne YouTube. J'ai vraiment motivé les gens dans ce sens-là, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui soient lancés après m'avoir écouté. Et pour moi, personnellement, c'est une grande fierté de voir qu'il y a des jeunes qui, après avoir écouté mes vidéos, lancent des chaînes YouTube sur autre chose que des Hand Spinner et Pokémon Go. Tu vois, lancent des chaînes YouTube sur des sujets qui sont importants pour eux, sur des sujets sérieux, essayent d'apprendre, sont dans une démarche de progression. Moi, c'était mon objectif avec cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir inspirer des gens. Ça a fonctionné et j'en suis très content. Sauf que Arthur, ce qu'il relevait, c'était que il y avait quelque chose qu'il ressentait. C'était que ce mouvement de gens qui ont été inspirés par moi ont tendance à tous parler des mêmes sujets et tous exposer les mêmes idées. Pourquoi ? Parce que ce qui leur a donné envie de se lancer, c'est le contenu que j'ai pu faire, c'est les idées que j'ai pu mettre sur la table. C'est peut-être ça qui les a motivés. Et donc forcément, dans le contenu, ça va se ressentir. Et moi, du coup, je voulais te raconter un petit peu mon histoire, comment je me suis lancé et comment moi aussi j'étais confronté à ce problème-là. Quand j'ai débuté, c'était pas la mode de YouTube encore, c'était la mode plutôt des blogs. Et il y avait une sorte de mafia de blogueurs, tu vois, 3 ou 4 gros blogueurs très connus qui étaient tous potes et qui faisaient tous un petit peu le même contenu. Donc le contenu, en gros, c'était créer un blog et gagner de l'argent avec votre blog, ça va être génial. Et moi, j'ai suivi ces blogueurs. Alors, je suis pas du tout en train de leur cracher dessus parce que c'est grâce à eux que je me suis lancé. J'ai appris à leur contact. Donc voilà, mon but, c'est de descendre ou de critiquer personne, mais ce qui se passait, c'est que derrière ces gros blogs, derrière ces gros blogueurs, il y avait une multitude de centaines de petits blogs de gens qui avaient lancé leur blog uniquement parce qu'ils avaient écouté ce contenu et que ça les avait inspirés. Et donc forcément, souvent ils parlaient un peu des mêmes thématiques, un peu des mêmes sujets, on ressentait les mêmes vocabulaires, la même façon de parler que ce que tu pouvais lire dans les autres blogs. Et je pense que c'est encore plus le cas sur YouTube parce que ça va se ressentir même dans les expressions qu'on emploie, dans la façon dont on parle, dans le vocabulaire qu'on emploie. Et donc moi, je faisais partie simplement de tous ces blogs suiveurs, de tous ces... Tu sais, c'est un peu comme la métaphore, tu sais, de la baleine et de tous les petits poissons qui sont accrochés à la baleine. T'as la baleine qui avance et t'as les petits poissons qui sont accrochés, qui essayent de faire leur nid, qui essayent de grossir, mais qui ont du mal et qui finalement s'accrochent à la baleine. Moi, je faisais partie de ces petits poissons avec mon petit blog, j'essayais de me faire connaître et je parlais un petit peu des mêmes thématiques que ces gros blogs. Et puis j'ai évolué, j'ai eu d'autres sources d'inspiration, je me suis lancé sur YouTube, maintenant dans le podcast. J'ai toujours des gens qui m'inspirent et souvent d'ailleurs j'en parle, mais j'ai quand même essayé de prendre mon autonomie par rapport à ces blogs-là. Et aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai le privilège d'avoir une audience qui me suit vraiment pour moi, pour mon contenu, et pas seulement pour une tendance. Il y a des gens qui me suivent parce qu'ils apprécient vraiment mon contenu, mes idées et ce que je mets sur la table, et pas seulement la tendance globale dont je parle. Mais simplement, ça a pris du temps. Ça m'a pris plusieurs années, c'était il y a plus de 3 ans, ça devait être il y a 4 ans que j'ai lancé mon blog, donc ça m'a pris plusieurs années avant de pouvoir faire du contenu qui me ressemble, avant de pouvoir finalement passer de suiveur à leader dans ma thématique. Et c'est ce que je voudrais te dire en fait, c'est que si tu débutes aujourd'hui et que tu as un peu l'impression de refaire un peu du contenu pré-mâché, du contenu qui a déjà été fait un peu par d'autres gens, dis-toi que finalement c'est normal, il n'y a rien de plus naturel. Est-ce qu'on reproche à un pianiste de commencer, une fois qu'il a appris le piano, par jouer des airs qui ont été créés par d'autres gens? On va pas reprocher à un pianiste de pas commencer à composer tout de suite. C'est normal, quand tu es pianiste, tu commences d'abord par jouer les airs d'autres gens, puis ensuite tu composes toi-même. Est-ce qu'on va reprocher à un prof de suivre un programme et d'utiliser des méthodes d'apprentissage qui ont été créées par d'autres et qui fonctionnent ? Non, parce que le but c'est que ce soit un bon prof, c'est pas que ce soit un prof qui sorte des idées de nulle part. Est-ce qu'on va reprocher à un mathématicien d'utiliser des formules mathématiques qui ont été créées par d'autres gens avant lui ? Bien sûr que non. Est-ce qu'on va reprocher à un peintre de reproduire les portraits d'autres personnes en les citant ? Ou alors est-ce qu'on va reprocher à un peintre d'utiliser des techniques qui ont déjà été créées par d'autres peintres avant ?
Bah non, et surtout pas un peintre débutant, parce que quand tu débutes et que t'es peintre, bah tu commences par faire des reproductions, c'est comme ça qu'on apprend, tu reproduis des portraits de grands maîtres, ensuite tu vas reprendre des styles qui ont été créés par d'autres gens, puis faire tes propres portraits, et seulement à la fin, seulement dans la troisième partie de ta carrière, tu vas commencer peut-être à créer tes propres tableaux, à avoir un nouveau style finalement, à créer ton propre style, et là de passer d'un statut de suiveur à un statut de leader. Et en fait, si tu réfléchis bien, dans absolument toutes les professions, il y a des gens qui ont posé des fondations, il y a des gens qui ont posé des bases, et il y a tous les autres qui utilisent ces fondations, qui utilisent ces bases pour eux-mêmes faire un bon travail. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont créé des choses qui fonctionnent dans ton métier, ce serait idiot de dire je vais pas le faire simplement parce que j'ai pas envie de faire comme lui. Si ça fonctionne, c'est normal de le reprendre. Simplement, dans le domaine de la création de contenu, on va davantage te le reprocher, et notamment dans le domaine de la création de contenu autour de tes idées. Parce que même les youtubeurs, finalement, reprennent les concepts qui marchent. Il y a un youtubeur qui a inventé un concept, je sais pas, alors c'était la mode à un moment de bouffer des bonbons américains, tu vois, ou pour des Américains de bouffer de la cuisine française. Et ben tous les youtubeurs, il y a plein de youtubeurs qui ont repris ces concepts-là. Ces concepts-là, si tous les youtubeurs devaient inventer leur propre concept, ce serait très difficile. Il y a des concepts qui sont inventés par des gros youtubeurs, ou par des petits parfois, et puis il y a tout le monde un peu qui les reprend. Et personne reproche ça en fait. Mais on va davantage reprocher à quelqu'un qui parle de ses idées ou de choses qui sont plus profondes d'avoir les mêmes idées d'autres gens. Et pourtant, c'est exactement comme tous les autres métiers. Nos idées, elles viennent pas du Saint-Esprit, tu vois, elles tombent pas du ciel. Nos idées, elles sont forgées par ceux qui nous inspirent. Et ça, j'en suis convaincu. Je pense qu'on a tous une tendance à avoir certaines opinions, certaines idées, peut-être c'est dans votre éducation, peut-être c'est dans votre nature, j'en sais rien, mais quand on voit un jour quelqu'un qui arrive à mettre des mots sur ces idées-là, qui arrive à exprimer ces idées-là mieux que nous-mêmes on n'aurait jamais pu les exprimer, forcément on va s'approprier ces idées-là. Exactement comme les citations. Il y a quelqu'un qui a dit une citation que tu trouves géniale, tu vas pas dire ouais c'est trop tard, quelqu'un d'autre l'a prise avant moi, je la citerai plus jamais. Non, tu peux la reprendre à ton compte, tu peux la réutiliser, bien sûr d'abord en citant la personne qui l'a fait, puis ensuite peut-être en l'adaptant, puis ensuite en faisant un grand principe dans ta vie. Moi j'ai plein de citations qui sont devenues extrêmement importantes pour moi. Même des discours, le discours de Steve Jobs à Stanford est devenu véritablement une sorte de liste de mantras qui guide ma vie. Alors ou non, c'est pas de moi, mais ce serait idiot de me dire que je vais pas l'écouter sous prétexte que c'est pas de moi. Parce que pour que ça vienne de toi, il faut d'abord faire entrer de l'information quelque part. Et tu prends n'importe quel maître ou n'importe quel grand influenceur ou n'importe quelle personne qui est en position leader, tu regardes son histoire, tu regardes comment elle a commencé, et quasiment tous ont commencé en recopiant d'autres gens ou en s'appropriant des idées d'autres gens. Donc la première chose à bien comprendre, c'est que si aujourd'hui tu te lances dans la création de contenu, surtout si tu es un débutant, c'est 100% naturel d'être inspiré par d'autres gens et faire du contenu qui ressemble à celui d'autres gens. Parce que nos idées sont forgées par ceux qui nous inspirent. Et s'il y a des gens qui te critiquent pour ça, c'est obligatoirement des gens qui n'ont jamais créé de contenu de leur vie, sinon ils comprendraient. Et moi je peux dire que tous les gens qui m'ont dit ouais t'as un plagieur, tu recopies, t'as pas de personnalité et tout, tous ces gens-là par exemple sur YouTube, à chaque fois que je suis allé sur leur profil, ils avaient jamais rien publié. Parce que s'ils avaient publié déjà quelque chose, ils sauraient ce que c'est, ils sauraient la difficulté que c'est de s'approprier des idées et de créer ses propres concepts. Ils sauraient que c'est un processus qui est long, qui demande du temps, qu'on fait pas comme ça en claquant des doigts à 20 ans. C'est quelque chose qui souvent prend toute une carrière pour créer ses propres idées et ses propres concepts. C'est quelque chose qu'on peut accélérer néanmoins et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais essayer de te donner des pistes. Dans n'importe quel domaine, déjà un autre truc qu'il faut bien comprendre, c'est que dans n'importe quel domaine, il y a une minorité de leaders et une majorité de suiveurs. Ça veut dire que la plupart des gens sont des suiveurs. C'est pas une insulte, c'est pas une critique que je fais, c'est une note, c'est une description. Par exemple, à l'école, on a tous été à l'école. À l'école, il y a des leaders, il y a des gens qui créent les modes et il y a des gens qui les suivent. Et puis il y a des outsiders. Moi je faisais plutôt partie des outsiders, des gens qui s'en foutaient un peu. Même si ça m'est arrivé bien sûr de suivre des modes, je pense comme tout le monde. Mais il y a toujours une minorité de leaders et une grosse majorité de suiveurs. Dans le domaine de la mode, c'est pareil. Il y a des gens qui créent les modes et puis il y a des gens qui les suivent. La plupart des gens les suivent. Ça sert à ça la mode, ça sert à être suivi. S'il n'y a personne pour suivre la mode ne sert plus à rien. La mode n'a même plus de sens. Si personne ne suivait personne, tout le monde serait des électrons libres et il n'y aurait plus de cohésion même, je pense, dans la société. Donc c'est quelque chose de profondément naturel. Dans la politique, il y a des leaders, il y a des gens qui vont poser des idées sur la table, il y a des gens qui vont s'élever au-dessus, puis il y a tout un tas de suiveurs qui vont un peu entrer dans leur courant.
la droite, la gauche, le communisme, le libéralisme, tout ça, ça a été inventé par des gens, et il y a des gens qui se sont transcrits, qui se sont inscrits dans cette lignée-là. C'est quelque chose qui est présent absolument partout et dans tous les domaines. Alors, donc ce que je voudrais bien commencer par dire, c'est que c'est ok d'être un suiveur, et c'est 100% naturel de commencer en étant un suiveur. Maintenant, je pense qu'on est d'accord, c'est mieux d'être un leader. C'est mieux d'être celui qui pose ses idées sur la table que de celui qui reprend ces idées-là. C'est loin d'être facile, c'est loin d'être inné, c'est loin d'être quelque chose qui arrive surtout quand on débute et surtout quand on est jeune. Mais c'est quelque chose qui procure une sensation géniale, qui a une sensation de liberté. Parce que du jour au lendemain, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire comme les autres, tu peux toi-même créer tes trucs. Alors, tu peux même commencer par faire ça aujourd'hui, tu vois, à ton échelle, simplement dans la mode, en disant, bon bah j'arrête maintenant de m'habiller comme tout le monde, m'habiller comme le hipster parisien classique, et puis je commence à m'habiller tous les jours de la même façon, et j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent, tu vois. Moi, c'est une sorte de virage que j'ai pris l'année dernière, j'ai commencé à m'habiller tout en noir et mettre toujours les mêmes fringues, enfin... Je change, hein. J'ai plusieurs, tu vois, par exemple, je dois avoir une quinzaine de t-shirts noirs que je mets en roulement, j'ai 2-3 pantalons à peu près pareils, tu vois, des pantalons techniques que je peux emmener partout, qui sont à la fois classe, donc qui peuvent rentrer à peu près n'importe où, et en même temps détendus, donc hyper confortables, que je peux être comme pyjama ou dans le désert, tu vois. Et puis, une fois que j'ai trouvé ça, c'est une liberté énorme, j'ai plus à me dire, ouais, mais attends, qu'est-ce qu'il faut mettre aujourd'hui, qu'est-ce qui est dépassé, qu'est-ce qui est saut 2010, tu vois. J'ai plus à me poser ces questions-là, parce que j'ai dépassé ce stade de suiveur pour me positionner, pas forcément en tant que leader, là pour le coup je m'en fous, tu vois, je suis pas en train de donner des conseils de mode à qui que ce soit, mais en tant qu'outsider, en tant que personne qui n'a plus besoin d'être un suiveur pour se sentir accompli et pour se sentir accepté. Et ça, c'est une liberté énorme. Donc soit tu peux être un outsider, soit tu peux être un leader. Et évidemment, le mieux c'est d'être un leader, c'est d'avoir des gens qui te suivent, notamment quand tu crées du contenu. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la création de contenu. Comment créer du contenu justement qui soit pas du contenu de suiveur, mais du contenu de leader. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter à tout prix de faire du contenu que les autres font. Faut pas tomber dans le travers où faut se dire parce que lui il a dit ça, faut surtout pas que je dise, ou pire, faut que je dise l'inverse. Parce que, si par exemple tu fais du contenu sur, je sais pas, sur le judo, c'est pas parce que David Douillet a dit qu'il fallait, j'en sais rien moi, qu'il fallait... Je t'y connais tellement rien en judo que j'ai peur de dire une grosse connerie. C'est pas parce que David Douillet a dit qu'il fallait faire une prise par la gauche qu'il faut dire il faut faire une prise par la droite. Tu comprends ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'un leader dans ta thématique a dit quelque chose qu'il faut dire l'inverse pour être différent. C'est encore pire en fait. C'est encore pire. Ce qui est encore pire, c'est de se forcer à faire l'inverse pour pas dire la même chose. Le mieux, c'est de même pas regarder ce que disent les gens. L'idée, c'est de consulter du contenu déjà qui est décorrélé du temps et décorrélé de tes concurrents. Moi, je te conseille vraiment une chose, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut conseiller, je pense aussi bien aux startups qu'aux créateurs de contenu, c'est d'ignorer tes concurrents et d'essayer de ne pas regarder tes concurrents. Alors, peut-être qu'il y en a qui font du contenu vraiment bien, tu peux regarder de temps en temps parce que tu apprends beaucoup de choses avec. Ça veut pas dire qu'il faut plus rien apprendre, ça veut dire qu'il faut éviter d'apprendre de ses concurrents directs ou des gens qui sont au même niveau que nous et qui partagent une audience avec nous. Parce que tu vas avoir tendance à devenir un suiveur de ce concurrent-là. Pour ça, mieux vaut consulter du contenu qui est décorrélé du temps. J'avais fait un podcast qui s'appelle La valeur du contenu ancien, que je t'invite vraiment à aller écouter si tu ne l'as pas encore écouté, qui parle de ça. De la valeur justement qu'on peut trouver dans du contenu que tout le monde a oublié, créé par des gens qui n'avaient pas les mêmes cartes que celles qu'on a aujourd'hui, et puis éviter de regarder tes concurrents, parce que tu vas tomber dans ce travers où soit tu vas être tenté de dire la même chose ou alors de parler des mêmes thématiques, soit, et c'est presque encore pire, tu vas te forcer à ne pas en parler parce qu'un tel en a parlé, et ça devient insupportable de créer du contenu dans ces conditions. Donc garder des sources d'inspiration, des sources de contenu que toi-même tu vas consulter, parce que exactement comme les psys doivent avoir un psy référent, les créateurs de contenu, je pense c'est obligatoire quand tu es créateur de contenu de consulter toi-même du contenu, sinon si tu ne fais pas rentrer d'informations, c'est difficile d'en faire sortir tous les jours, mais du coup d'avoir des sources qui sont à la fois multiples, donc pas tous suivre d'une même personne, mais aussi des sources qui soient différentes. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas directement concurrentes à ce que tu dis, qu'ils ne soient pas directement liés à ce que tu dis, mais peut-être qu'ils soient dans d'autres thématiques, même des thématiques qui n'ont rien à voir. Et d'essayer de créer tes propres concepts, parfois en croisant des idées de thématiques qui n'ont rien à voir. Parfois en partant du problème, simplement en se posant à une table. Peu de gens font ça, mais c'est tellement efficace. Juste se poser à une table. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup moi pour faire des formations par exemple, pour trouver des idées créatives dans les formations. Se poser à une table et se dire voilà, moi mon audience, ils ont tel problème. Pourquoi ils ont tel ou tel problème? Aller à la source de leur problème et essayer de trouver une solution créative.
Alors j'ai pas de méthode toute faite pour le faire, je pense que ça dépend de chacun, mais se poser à une table et réfléchir à comment tu pourrais trouver une solution différente et créative et peut-être même plus efficace à tel ou tel problème. Je peux te donner un exemple tout simple. Moi quand j'ai lancé la formule Maker Club et Maker Army, donc l'abonnement qui est en cours, je me suis dit ok, la clé de voûte du système ça va être la rétention, ça va être de faire en sorte que les gens restent abonnés le plus longtemps possible. Je me suis dit ok, donc là j'ai un problème qui est devant moi, il faut améliorer le taux de rétention. Comment faire? Et là je me suis creusé la tête, je me suis posé à une table, j'ai réfléchi, j'ai noté plein de trucs, finalement j'ai gardé quelques idées. Il y avait une idée, c'était de faire un forum pour créer une communauté derrière, de prendre des coachs pour animer ce forum, pour pouvoir aider les gens directement, et de demander d'embaucher quelqu'un pour contacter tous les nouveaux clients par téléphone ou presque, pour pouvoir simplement leur poser quelques questions, leur demander ce qu'ils veulent, et puis aussi rassurer les clients en leur montrant qu'il y a quelqu'un derrière, qu'il y a un support derrière. Donc c'est juste j'ai rien inventé tu vois, mais c'est une solution créative à un problème donné. Au lieu de me dire tiens tel concurrent a fait ça donc je vais faire la même chose, je me suis dit ok moi j'ai tel problème, je vais essayer de trouver moi-même une solution à partir de ce problème là. Donc ça c'est la solution créative. Croiser des idées, quand tu as des idées qui sont dans les domaines différents, les croiser pour trouver une nouvelle solution, faire des bébés avec les idées. Utiliser ton histoire et tes expériences, ça c'est vraiment quelque chose que personne ne peut te voler. C'est-à-dire que parfois tu vas trouver des solutions créatives ou des nouvelles idées, ou quand tu es un leader, parfois tu vas faire des trucs et tu vas te rendre compte que tous les gens qui te suivent vont faire la même chose une semaine plus tard. Ce qui est génial, c'est que quand tu utilises ton histoire ou tu utilises des expériences qui te sont arrivées pour communiquer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas te voler parce que personne n'a la même histoire que toi. Donc encore une fois, c'est une façon de se différencier. Quand tu crées du contenu, la meilleure façon de te différencier, c'est par la personnalisation de ton contenu. Ton contenu t'appartient. Quand tu parles de toi, quand tu parles de tes expériences, c'est quelque chose qui n'est pas reproductible par quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui t'appartient profondément et tu n'as pas besoin de poser un copyright dessus ou de le déposer à la SACEM. C'est quelque chose que personne ne peut te voler, à part un menteur. Ensuite, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, ne pas faire différent juste pour faire différent. Ne pas se dire faut que je fasse comme ça parce que personne fait comme ça, ou faut absolument pas que je fasse comme ça parce que tout le monde fait comme ça. Si tout le monde fait d'une certaine façon, souvent c'est qu'il y a une raison. Parfois c'est que ça fonctionne très bien, parfois non, mais parfois oui. Si tout le monde fait quelque chose qui fonctionne très bien, c'est absurde de se forcer à ne pas le faire pour être différent. L'idée c'est toujours de trouver un sens et d'optimiser. Et l'idée c'est de faire différent des autres quand tu penses que les autres ne font pas la meilleure façon qui soit. Regarde par exemple un Free arrivait sur un marché où franchement les opérateurs c'était une galère, tout le monde détestait son opérateur. Free arrivait à casser les prix, à montrer qu'on pouvait faire les choses différemment. Tesla, l'entreprise de voitures électriques, est arrivée sur un marché où tout le monde pensait que c'était impossible de faire des voitures électriques efficaces et sexy. Tesla s'est rendu compte de ça, il s'est dit moi je vais faire différent, il a sorti une voiture qui est efficace et sexy. L'iPhone est sorti sur un marché où les téléphones étaient des dinosaures. Apple n'aurait probablement jamais sorti d'iPhone si les téléphones qui existaient à l'époque étaient géniaux. C'est parce que Steve Jobs trouvait que les téléphones étaient pourris, pas seulement Steve Jobs, mais les équipes chez Apple trouvaient que les téléphones actuellement étaient pourris, qu'ils se sont dit on va faire un nouveau téléphone. On va faire un téléphone qui va être bien. Donc si tu penses que ce que font les autres n'est pas génial, trouve une meilleure solution. Si tu penses que ce que font les autres c'est ce qu'il y a de mieux et qu'on peut pas faire mieux, fais comme les autres, tout simplement. Alors ensuite, tu auras toujours des haters. T'auras toujours des gens qui vont venir te dire ouais mais t'as copié ça, mais nanana. Encore une fois, ces gens-là la plupart du temps ne font rien. Donc l'avis de ces gens-là ne compte pas. La vie qui compte c'est la vie de ton audience, la vie des vrais, la vie des gens qui te suivent vraiment ou la vie de tes clients. C'est cet avis-là qui compte. Il faut surtout pas écouter les haters parce que plus tu écoutes les haters, plus tu vas avoir tendance à faire du contenu en réponse à ces gens-là au lieu de faire du contenu pour les gens qui te suivent et qui t'apprécient. Et c'est une erreur que moi j'ai pu faire, c'est quelque chose qui est dangereux sur YouTube parce que sur YouTube t'es vraiment exposé aux haters à travers les commentaires, à travers les pouces rouges et donc t'as tendance à dire putain lui il a dit ça, je vais faire une vidéo pour lui répondre ça, non, je vais bien, tu vois, on s'en fout, ce mec là on s'en fout de lui parce qu'il t'aime pas, parce qu'il regarde pas ton contenu, c'est pas lui qui compte. Souvent ces gens-là, c'est des gens jaloux, c'est des gens frustrés, enfin je sais pas, moi tu vois je passe pas, j'ai pas que ça à faire de mes week-ends et aller regarder des vidéos que j'aime pas, de gens que j'aime pas, pour mettre un commentaire insultant et un pouce rouge, tu vois. C'est pas un truc que font les gens normaux, c'est un truc que font les gens frustrés. Donc si toi t'es pas un hater, ne parle même pas avec les haters, tu t'en fous. Tu vois, c'est juste, ton contenu n'est juste pas pour eux en fait. Ils sont juste à côté de la plaque. Donc focus ton contenu pour les gens qui sont intéressés par ton contenu, pour les gens qui sont là, pour les gens qui sont pas là pour gueuler mais qui sont là pour apprendre. Et c'est ces gens-là que tu as envie de servir, c'est ces gens-là que tu as envie d'aider.
Donc ne te dis pas « Oh putain, faut surtout pas que je fasse ça parce que un tel l'a fait et que du coup on va me reprocher qu'un tel l'a fait. » On s'en fout putain, si les gens apprécient ce que tu fais et si ça peut apporter de la valeur aux gens que tu fasses ça, fais-le, te pose pas la question. C'est vraiment, je pense, quelque chose d'important. Et puis le dernier conseil que je peux te donner, c'est de ne jamais avoir peur du changement. Parce qu'on est dans un domaine, et pas seulement dans notre domaine, je pense que c'est même une tendance de la société, où le changement est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fréquent et beaucoup plus violent. Le changement peut arriver à n'importe quel moment. Et il faut s'y préparer. Et il faut te préparer à pouvoir tout perdre du jour au lendemain. À que ta chaîne YouTube disparaisse du jour au lendemain. À devoir repartir de zéro, à devoir repartir sur un format totalement différent, totalement nouveau, que tu connais pas. À devoir redémarrer dans une thématique qui n'a rien à voir. Il faut se préparer à ça, il faut jamais s'installer. Et je vais terminer par ces citations de Proust. Le mystère n'est pas de voyager en des endroits différents, mais de regarder avec des yeux nouveaux. À demain.